Sur la chaîne, on vous a raconté beaucoup d'histoires. La plupart du temps, on vous parle de récits qui viennent de témoignages trouvés sur internet ou alors que vous, les abonnés, nous racontez directement. Mais ce soir, c'est différent. Préparez-vous parce que nous allons vous parler de vrais faits divers qui ont fait trembler le monde lorsqu'ils sont arrivés. On espère que vous êtes assez solide et que vous avez prévu de ne pas trop dormir cette nuit. Tout ce qu'on va vous raconter ce soir est absolument horrible, mais il faut le dire, c'est de pire en pire au fur et à mesure que la vidéo avance. Ok, on ne vous fait pas patienter plus que ça, commençons avec cette première histoire. Bon, on vous prévient, les histoires qu'on va vous raconter ce soir sont particulièrement sanglantes et flippantes. Alors, si vous appréciez cet épisode, n'hésitez surtout pas à le liker et on est parti pour ce premier récit. Et d'ailleurs, il est très récent. En fait, ça se passe même il y a 1 an et demi seulement, en décembre 2022. Mais pour tout comprendre, revenons un peu en arrière avec l'histoire de Courtney Clenay, de son vrai nom, une jeune femme qui vit tranquillement sa vie aux États-Unis et plus particulièrement à Miami. Et disons-le, elle a un mode de vie assez aisé. Issue d'une famille plutôt riche, elle n'a jamais eu de problème d'argent et elle vit même dans un certain confort. Et d'ailleurs, ça a toujours été le cas. Mais s'il y a bien un rêve qu'elle a depuis toujours, c'est d'être une influenceuse. Depuis le lycée, elle est sur Instagram, poste très régulièrement et écoutez, ça cartonne bien. Son ascension est fulgurante et la jeune femme est maintenant connue sous le nom de Courtney Taylor. Assez rapidement, elle tape le 1 million d'abonnés sur Instagram, puis le 2e. Mais ce n'est pas assez pour Courtney qui en veut plus. Plus de reconnaissance, plus de fame, plus de tout en fait. Et donc à ce moment-là, elle décide de se créer un OnlyFans. Pour ceux qui ne connaissent pas, OnlyFans, c'est une plateforme sur laquelle un créateur monétise du contenu supplémentaire, le rendant ainsi accessible seulement avec un abonnement payant. Bon, dans son cas, son contenu est assez explicite en fait, c'est tout simplement des vidéos pour adultes, vous avez compris. Et ça aussi, ça marche vraiment très bien. Avec ce compte, elle gagne énormément d'argent et mène la vie qu'elle a toujours rêvé de mener. Mais vous le savez, si on raconte son histoire, c'est que tout ne s'est pas passé comme prévu. Et même si ce récit semble anodin comme ça de premier abord, il va en fait se terminer dans un vrai bain de sang. Mais avant d'en arriver là, parlons un peu de la vie amoureuse de Courtney. Nous sommes en 2019 quand la jeune femme croise la route de Christian Obumseli dans un luxueux immeuble en bord de mer à Miami. Et là, on est clairement dans un film qui passe sur TF1 à 14h, les deux influenceurs tombent éperdument amoureux et très vite se mettent en couple. Mais malheureusement, c'est cette relation qui devient très vite très toxique. Jusqu'au fameux jour où un appel est effectué au 911 depuis l'appartement de Courtney. Nous sommes le 3 avril 2022. Paniquée, la jeune femme appelle la police et annonce que Christian gît sur le sol du salon couvert de sang. Vous l'imaginez bien, la police arrive tout de suite et sont témoins de la scène d'horreur dans cet immeuble situé au 15e étage. Courtney est paniquée, désorientée et surtout couverte de sang. Ça ne prend que quelques minutes avant que la police ne comprenne la tournure des événements. La jeune femme a tout simplement poignardé son copain jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comment est-ce qu'on est passé de cette vie d'influenceur reconnu à ce cauchemar sans nom ? C'est maintenant ce qui va être révélé tout au long d'une longue enquête. Premièrement, Courtney déclare avoir lancé son couteau sur son copain pour l'arrêter car celui-ci est devenu violent. Apparemment, ils avaient rompu 1 semaine avant, ont décidé de se revoir pour recoller les morceaux, mais les choses ont dégénéré. Lui l'a littéralement attaqué en la projetant contre le mur. À ce moment-là, elle décide d'appeler sa mère, tente de le calmer, mais voyant qu'elle ne peut pas, elle s'arme d'un couteau et le poignarde en totale légitime défense. Après de longues interrogations de la part des enquêteurs, elle est finalement très vite relâchée. Mais l'affaire continue. Est-ce vraiment bel et bien tout ce qui s'est passé ? Tenez-vous bien parce qu'on va maintenant vous raconter un véritable thread d'horreur. Thread dans lequel notre antagoniste n'est autre que notre fameuse Courtney. Tout commence 2 mois seulement après qu'elle ait poignardé son petit ami Christian. Nous sommes en plein milieu de la nuit quand Jovan, un jeune homme de 18 ans, se promène tranquillement avec son chien. La nuit est calme, il fait bon, franchement c'est hyper agréable. Et alors que lui et son chien sont gentiment en train de marcher, Jovan est arrêté par quelqu'un. Une femme qui marche de manière très étrange. Celle-ci avance vers lui en le regardant profondément dans les yeux, puis lui demande de l'aide. Le jeune garçon, devant cette situation plutôt étrange, lui répond bien évidemment que oui, il peut l'aider, et donc il lui demande ce qu'elle veut. La jeune femme, qui, vous l'aurez deviné, n'est autre que Courtney Clenay,
lui demande s'il peut la raccompagner chez elle parce qu'elle a trop bu. En grand gentleman, Jovan ne veut pas la laisser dans la galère et donc il lui répond qu'il veut bel et bien la raccompagner. Le trajet se passe de manière hyper étrange. La jeune femme n'arrête pas de le fixer d'un air hyper malsain et finalement ils arrivent chez elle. Jovan, rassuré, s'est dit que ça y est, il va pouvoir passer à autre chose, mais non, ce serait beaucoup trop simple. Apparemment, c'est à ce moment-là qu'elle lui propose de venir boire un verre d'eau pour le remercier, et c'est ce qu'il a accepté de faire. Le jeune garçon ainsi que son chien rentrent donc chez elle. Une fois à l'intérieur de la maison, Courtney commence à lui faire des avances. Genre vraiment pas subtil du tout, c'est hyper explicite et le jeune homme refuse clairement. Problème, la jeune femme ne veut pas le laisser partir. Elle commence même à le menacer. Elle lui dit qu'elle va venir brûler sa maison s'il n'accepte pas de l'embrasser, qu'elle va s'en prendre à lui et à sa famille. Vraiment, elle insiste et Jovan décide donc d'envoyer un message à son père pour qu'il vienne le chercher. Habitant juste à côté, il arrive et c'est là que les choses dégénèrent. Lorsque Courtney comprend ce qu'il se passe, elle se met littéralement entre le père et son fils. Les choses deviennent violentes, elle bouscule le père parce qu'elle ne veut absolument pas qu'il vienne chercher son fils. La police arrive et heureusement, il dénoue la situation. Pour l'anecdote, apparemment bien longtemps après, le père déclare à la télé qu'il n'a pas porté plainte. Mais tout de même que s'il savait ce qu'elle avait fait quelques semaines plus tôt, il l'aurait fait. Parce que oui, pendant tout ce temps, de nombreux témoignages et preuves ont été trouvés accablant Courtney. Apparemment, les gens de l'immeuble dans lequel elle habite racontent que c'est plutôt elle en fait qui a toujours été violente envers son copain. Et ce, de manière virulente. Apparemment, elle l'aurait insulté à de nombreuses reprises. Et il va y avoir des images pour prouver tout ça. Et le pire, c'est que l'autopsie de Christian montre que les coups de couteau ne corroborent pas vraiment avec la situation présentée par Courtney. La légitime défense est donc remise en cause. Courtney a déclaré qu'elle avait jeté le couteau à 3 mètres de distance. Problème, le médecin légiste déclare que lancer une arme à cette distance n'aurait jamais pu tuer l'homme. Et surtout, elle ne correspond pas à la blessure mortelle qu'il a. La jeune femme est maintenant accusée de meurtre au second degré. La police l'a donc arrêtée et aujourd'hui elle attend encore son procès derrière les barreaux. L'histoire n'est donc toujours pas terminée à l'heure à laquelle on vous parle, ne vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant sur les réseaux de l'avancée de l'affaire. Et vous, maintenant que vous avez tous ces éléments, qu'est-ce que vous en pensez? Surtout n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire et on est parti pour la prochaine histoire. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Cette histoire est un parfait exemple d'un récit rempli de mystères, même bien des années après les faits. On vous prévient encore une fois, il s'agit d'une histoire réelle et elle peut heurter les personnes les plus sensibles. Et c'est le récit de Joséphine Dullard, qui est une jeune Irlandaise originaire de la ville de Callan. Et on n'en connaît pas énormément sur sa vie avant cet événement. Mais au cours de l'hiver 1995, elle décide de s'installer à Kilkenny, dans sa région natale, après avoir passé les 2 dernières années à travailler comme serveuse à Dublin. Et après avoir bossé dans divers pubs de la ville, Joséphine et son amie Marie se voient proposer un emploi plus sûr de serveuse dans un pub local. Et autant dire que cette sécurité financière dans sa ville natale séduit manifestement la jeune Joséphine, alors âgée de 21 ans. Bref, au petit matin du 9 novembre 1995, Joséphine monte dans un bus pour Dublin depuis Kilkenny. À cette époque, elle est déjà installée à Kilkenny, mais elle doit retourner à la capitale pour retirer un paiement d'aide sociale au sud de la ville. Et le trajet se passe très bien. Joséphine arrive et retire son paiement au bureau de poste tôt ce jeudi-là, et même beaucoup plus tôt que prévu. Et pour vous dire, cette avance la laisse un peu dans l'embarras, car son bus retour pour Kilkenny ne partira pas avant 18h. Joséphine décide donc de retourner au centre-ville pour se rendre dans un pub connu sous le nom de Bruxelles, comme la ville. Et c'est un pub qu'elle a fréquenté à maintes reprises lorsqu'elle vivait à Dublin, et donc elle y retourne dans l'espoir d'y retrouver certains de ses amis. Et en arrivant, Joséphine est ravie de découvrir qu'une de ses amies travaille derrière le bar. Elles discutent tranquillement et à un moment, elles sont rejointes par un ex de Joséphine en début d'après-midi. Et on n'en est pas vraiment sûr, mais à ce qui paraît, la flamme renaît très vite entre eux, mais problème, son ex est déjà remis en couple. Et après avoir bu quelques verres, voyant l'heure qui passe et le fait qu'elle s'amuse plutôt bien, Joséphine décide de passer la nuit à Dublin et de ne pas prendre son bus. Cependant, la petite amie actuelle de son ex se présente au pub et là, vous l'imaginez, s'ensuit une brève dispute. En même temps, c'est normal, mais au final, l'ex de Joséphine et sa copine s'en vont, la soirée finit un peu mal et là, elle se trouve un peu bloquée.
Joséphine n'a clairement plus aucune envie de rester à Dublin, mais son bus de retour est déjà parti depuis longtemps. Mais bien déterminée à rentrer, elle se rend quand même au centre bus où elle arrive à 21h. Et là, elle découvre que le seul bus qui lui reste à prendre en direction de Kilkenny est un bus qui termine sa route dans la ville de Naas, à environ 100 km de sa maison. Joséphine prend donc ce bus et atteint la ville de Naas à 22h. À ce moment-là, en pleine nuit, la ville est pratiquement déserte, mais Joséphine décide de poursuivre son voyage de retour au lieu de chercher un logement dans la ville. Et pour ça, comme il n'y a plus de transport, elle n'a pas d'autre choix que de commencer à marcher et d'essayer de faire du stop. Et heureusement, un homme âgé la prend rapidement en charge et lui propose de l'emmener sur les 15 prochains kilomètres. Pendant le trajet, cet homme bienveillant informe la jeune des dangers de l'autostop et lui conseille vivement de chercher un hébergement pour la nuit là où il va la déposer. Mais fidèle à elle-même, Joséphine n'en démord pas et tient absolument à rentrer. Et de nouveau, elle se retrouve seule, mais réussit une fois de plus à faire du stop rapidement. Et cette fois, c'est un homme beaucoup plus jeune qui la prend en stop, et coup de chance, il peut l'emmener à Moon, une ville située à 70 km de chez elle, ce qui la rapproche un peu plus. Et là, encore une fois, le trajet se déroule sans aucune encombre. Le temps que Joséphine atteigne Moon, il est déjà 23h30. Cette fois, il n'y a vraiment plus personne dans les rues, tout est absolument désert et tout est plongé dans la nuit. Voyant ça, elle décide alors de se diriger vers la cabine téléphonique qui reste l'une des rares lumières de la ville. Et à cette fameuse cabine téléphonique, Joséphine décide d'appeler son amie Marie tout en essayant de faire signe aux voitures qui passent. Toute contente, elle réussit à joindre son amie et commence à l'informer de la situation difficile dans laquelle elle se trouve pour rentrer chez elle. Ensuite, prise dans son élan, elle commence à raconter à Marie sa journée à Dublin, quand soudain, une voiture commence à s'approcher de la cabine téléphonique. Joséphine demande donc à Marie de patienter quelques secondes pendant qu'elle tente de se faire prendre en stop par la voiture en question. Mais malheureusement, et c'est très brutal, cet appel téléphonique sera le dernier contact entre Marie, sa famille et ses amis. Rapidement, après avoir raccroché, elle ne donne plus aucun signe de vie et est portée disparue. Tout le monde se demande où est la jeune Joséphine Dullard, mais Moon n'est peut-être pas le dernier endroit où elle a été vue vivante. Parce que de nombreux témoins d'un petit village au sud de cette ville, situé à environ 6 km, commencent à se présenter à la police lorsque tout le monde se demande où elle est passée. Ils déclarent unanimement qu'ils ont vu une femme correspondant à la description marcher dans la rue principale du village vers minuit. Et d'après les récits des témoins, Joséphine a été conduite de Moon au village entre 23h30 et 23h40. À ce moment-là, un autre homme repère une femme qui correspond à la description alors qu'il entre dans un petit restaurant. La jeune femme remonterait la rue principale en direction d'une route qui l'emmène vers Carlow, ce qui aurait été effectivement la direction que Joséphine aurait dû prendre. Mais personne n'est sûr à 100% et ça rend l'enquête très compliquée. Et malheureusement, au fil du temps, les choses ne vont pas aller mieux. Parce qu'il faudra attendre près d'1 an pour avoir de nouveaux éléments. À ce moment-là, un chauffeur de taxi se présente à la police et déclare aux agents que la nuit où Joséphine a disparu, il a repéré une voiture rouge garée sur le côté de la route. Il aurait vu un homme en train d'uriner à côté. Bref, il ne s'attarde pas plus jusqu'à ce que, soudain, une jeune femme correspondant à la description de Joséphine sorte de la voiture par une porte arrière et se mette à courir sur la chaussée. La femme est pieds nus et le chauffeur de taxi a l'impression qu'elle essaye d'échapper à 2 hommes. Alors qu'elle fait de son mieux pour s'enfuir, un autre homme surgit, la saisit par la taille et la ramène dans la voiture avec l'aide du premier homme. La voiture part ensuite à vive allure avec ses 3 occupants. Et petit détail qui pourrait être une piste mais on n'en sait rien, la plaque d'immatriculation serait britannique et pas irlandaise. Et encore une fois, les enquêteurs se rendent compte que le témoignage est cohérent avec les éléments qu'ils ont déjà, mais toujours aucune piste de la victime. Après ça, il y a eu encore quelques témoignages, comme celui d'une autre femme qui avait vu Joséphine à Moon la nuit où elle s'y trouvait et qui l'aurait aperçue courir de la seule cabine téléphonique du village jusqu'au siège arrière d'une voiture rouge où il y avait 2 hommes. Et encore une fois, ça concorde avec le témoignage précédent. Mais malheureusement, malgré ces nombreux témoins, aucune des observations n'ont permis de retrouver Joséphine Dullard. Et aucun de ses amis ou de sa famille n'a eu de contact avec elle depuis son dernier appel à son ami cette nuit de novembre. Et c'est en octobre 2020, soit bien des années plus tard, que la police irlandaise rouvre le dossier après avoir reçu un ultime témoignage
d'un homme qu'on n'avait pas du tout écouté à l'époque. Ce chauffeur de camion et son passager avaient à l'époque vu une femme déshabillée courir le long de la route principale de Moon en criant et en état de détresse. Il aurait alors tenté de s'approcher de la jeune femme pour l'aider, mais complètement paniquée, elle s'est enfuie. Et cette fois, il s'agit de la dernière déclaration concernant Joséphine Dullard. Encore aujourd'hui, cette histoire est baignée de mystères et personne ne connaît le sort de la jeune femme dont la seule erreur a été de vouloir retourner chez elle. L'histoire qu'on s'apprête à vous raconter maintenant est, vous allez voir, très particulière. En fait, c'est même un sujet qui vraiment est d'actualité. Ce soir, nous avons décidé de vous parler du candidat d'une émission de télé de divertissement. Mais vous l'imaginez, ce n'est pas n'importe lequel. Cet homme qui est passé sous le feu des projecteurs devant Nagui lui-même a en fait un passé sombre. Vous fûtes policier, vous n'êtes plus. Vous êtes actuellement en train de regarder un extrait de l'émission Tout le monde veut prendre sa place, diffusée en 2019 sur France 2. D'ailleurs, vous êtes peut-être fan de cette émission, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? En fait, l'homme que vous voyez actuellement n'est pas un gars comme tout le monde. Nous sommes le 22 janvier 1969. C'est alors que naît François Vévor à Gravelines. Son enfance se passe plutôt bien, fils unique, il grandit tranquillement dans le nord de la France, mais tout bascule alors qu'il n'a que 10 ans. C'est à ce moment-là que sa mère décède. Et en fait, c'est là le tournant de sa vie. Les drames continuent, à 10 ans seulement, François est abusé par son père, qui en même temps se trouve d'ailleurs une nouvelle compagne. Le jeune de 10 ans se voit donc déménager dans une nouvelle maison en compagnie de son père, de sa nouvelle compagne et des 2 filles de celle-ci. Ok, le contexte est maintenant posé, vous savez dans quel genre de contexte il a grandi, mais surtout dans lequel il va évoluer maintenant. Et là, vraiment, toute joie va disparaître de son quotidien. Constamment dans un état de dépression, il est décrit par beaucoup de témoins comme un enfant toujours triste, au comportement mélancolique. À 12 ans seulement, il aurait par exemple proposé à une amie à lui de sauter la vie à 2. Heureusement, celle-ci, complètement choquée, a refusé sa proposition plus que macabre. Enfin, il y a quand même quelque chose qui lui sort la tête de tous ses problèmes. Cette passion, c'est la moto. Clairement, il en est féru et c'est d'ailleurs ce qui va inspirer son futur métier. En 1983, il intègre la gendarmerie et intègre plus particulièrement l'escadron motocycliste de la garde républicaine. Mais ne croyez pas que tout va bien se passer. Non, son parcours professionnel est franchement chaotique. Il enchaîne les arrêts maladie, son travail n'est pas du tout reconnu, il a du mal à faire son boulot, bref, rien de très exemplaire. Et pourtant, malgré tout ça, il arrive tout de même à intégrer la police nationale. Seulement, vous le savez, si on parle de lui, c'est qu'il cache de sombres secrets. Et tout commence en 1986. Alors qu'il est gendarme à ce moment-là, il commence sa série de crimes abominables. Seul dans l'ascenseur de son immeuble avec une petite fille de 8 ans, il décide de la kidnapper et de lui faire subir les pires atrocités dans le sous-sol du même immeuble. C'est absolument effroyable, horrible, dégueu, vraiment on n'a pas les mots. Dans le plus grand des calmes, il va ensuite au travail et laisse la fille pour morte, mais elle ne l'est pas. Survivante, elle va témoigner et lancer l'alerte, décrivant son agresseur comme étant un homme au visage irrégulier, presque grêlé. C'est ainsi que la presse le surnomme désormais. Le grêlé. 1 mois et demi plus tard, il récidive sur une fille de 11 ans, Cécile Bloch, sauf que cette fois il l'assassine, marquant ainsi le premier meurtre de ce prédateur. Il devient à la suite de ça un véritable tueur en série. En 1987, il abuse puis assassine violemment 2 adultes dans le Marais à Paris. À cette époque-là, personne ne soupçonne qu'il puisse y avoir un lien entre cette affaire et celle du meurtre de la jeune Cécile Bloch. Il faudra attendre 2001 pour faire ce lien et constater que l'ADN du meurtrier a bel et bien été retrouvé sur la scène. Et il ne s'arrête pas, la même année il kidnappe une jeune fille de 14 ans en l'abordant grâce à son badge de policier. Alors que la jeune fille rentre des cours, elle se fait avoir par ce policier qui l'embarque dans sa voiture et l'emmène à 1 heure de voiture pour lui faire subir toutes sortes de choses vraiment horribles. Il s'agit à ce moment-là du dernier des crimes avant une pause de 7 ans. En 1994, il recommence en faisant exactement la même chose sur une fille de 11 ans. Il profite encore une fois de son statut de policier pour commettre les pires crimes sur elle. Dans tout ce malheur, c'est heureusement le dernier crime connu du tueur en série français surnommé Le Grêlé. Victime d'un accident de moto en 2011, il arrête enfin la police et devient conseiller municipal de Prades-le-Lez jusqu'en 2019. Et c'est donc à ce moment-là qu'il passe normalement dans une émission sur France 2 en utilisant son vrai nom. On est d'accord avec vous, revoir ces images en sachant toute son histoire, c'est encore plus flippant et malaisant.
Pendant près de 41 ans, les enquêteurs savent qu'un policier est sans doute à l'origine de tous ces crimes. Le mode opératoire est quasiment toujours le même, et ça ne peut être que quelqu'un dont c'est la profession qui en est coupable. Mais aucun n'est inculpé. C'est en 2021 que la nouvelle juge d'instruction qui s'occupe de l'affaire convoque 750 gendarmes ayant été en activité pendant les crimes pour prélever leur ADN. Parmi ces 750 personnes figure François. Se sachant complètement cerné, il décide finalement de sauter la vie tout en confessant dans une lettre avoir effectué tous ces crimes odieux. Il avoue même que son dernier s'est déroulé en 1997, ce qui confirme donc qu'il y a bien d'autres affaires que la police n'a pas encore reliées comme étant celle du grêlé. Cette histoire fait franchement froid dans le dos, surtout quand on voit les images de cet individu passé à la télé dans la plus grande des sérénités. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire et accrochez-vous parce qu'on est parti pour la prochaine histoire. Ok, l'histoire que vous vous apprêtez à entendre est très originale et encore une fois baignée de multiples mystères. Et c'est le récit de Kanika Powell qui en 2008 est une jeune femme de 28 ans vivant aux États-Unis dans le Maryland. Et pour résumer brièvement sa vie, après une période de service dans l'armée, elle accepte finalement un emploi de contractuelle en sécurité dans un laboratoire de physique. Et pour ceux qui n'ont rien compris, en gros elle bosse pour l'armée et elle s'occupe de la sécurité d'un labo. Et après 2 ans de travail avec ce contrat, elle est finalement engagée à temps plein. Et déjà le truc qui est assez énigmatique, c'est qu'il existe peu d'informations concrètes sur la nature exacte de cet emploi. En bref, le seul truc qu'on sait, c'est que le laboratoire est responsable de plus de 400 projets dans le domaine de la sécurité intérieure. Et on est d'accord, c'est assez flou, mais on imagine les raisons. En plus de ça, Kanika détient une obscure formation de sécurité dans le cadre de cet emploi, mais c'est très difficile de savoir de quoi sont faites ces journées. Et pour être tout à fait honnête, en gros, on n'en a aucune idée. Mais malheureusement, des problèmes sérieux commencent à apparaître dans sa vie le 23 août 2008. Alors, est-ce que c'est en lien avec son travail peu conventionnel ? Très certainement, mais on n'a aucune certitude. Ce jour-là, seule dans son appartement, Kanika entend frapper à sa porte d'entrée. Un homme qu'elle ne reconnaît pas et qui se présente comme un agent du FBI demande à entrer chez elle. Derrière la porte d'entrée, depuis le Judas, Kanika demande à voir son badge. À elle, on lui fait pas, elle a appris à être très prudente et on imagine pourquoi. Mais l'homme de l'autre côté de la porte est très énigmatique et ne semble pas vouloir coopérer, et donc très suspect, Kanika refuse de le laisser entrer. Et tout ce que va faire l'homme en question, c'est de rester quelques secondes devant sa porte, puis partir sans dire un mot. Kanika ne sait pas trop pourquoi, mais elle est très secouée par cet incident. Elle en parle directement à ses proches et fait part de ses doutes. En clair, pour elle, un agent du FBI se serait identifié correctement et aurait donné plus de détails, et donc, étant donné tous ces éléments, elle est quasi certaine que c'en était pas un. En plus de ça, lorsqu'elle aurait demandé, l'homme aurait montré un faux badge. Bref, on n'a aucune idée de qui c'est, ni de pourquoi il voulait rentrer chez elle. Toujours dans la même journée, Kanika n'arrive pas vraiment à se défaire de ce sentiment oppressant. Elle appelle donc sa mère et lui dit qu'elle pense être victime d'une escroquerie ou un truc du genre. Mais en fait, et vous le verrez, ça va beaucoup plus loin que ça. Se posant de plus en plus de questions à propos de ce visiteur inconnu, Kanika décide finalement d'appeler la police et dépose une plainte immédiatement après l'incident. Cette dernière arrive exactement 4 minutes après son appel et passe tout l'immeuble au peigne fin, mais ne trouve pas l'homme. Un peu déçu, Kanika utilise cette fois ses contacts du FBI et ce dernier est formel. Cet homme ne travaille pas du tout pour eux. Pire encore, d'après eux, sa procédure indique clairement qu'il lui en veut personnellement. Cette fois, elle est complètement désemparée et elle ne sait pas quoi faire. Et donc, Kanika signale l'incident à tout l'appartement et le soir même, elle envoie un certain mail à ses amis et à sa famille partageant son expérience terrifiante. Je voulais juste partager avec vous la chose la plus effrayante qui me soit arrivée ce week-end. Samedi soir, vers 19h, un homme a frappé à ma porte. Et comme vous le savez tous, je vis seul. J'ai demandé qui c'était et il n'a pas répondu. Alors quand je me suis approché de la porte et que j'ai regardé par le Judas, j'ai vu une silhouette masculine qui ne m'était pas du tout familière. J'ai demandé qui il était et tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il était du FBI et qu'il cherchait Kanika Powell. J'ai été complètement paniqué parce que cet homme connaissait mon nom. Il a brandi une insigne, mais pas de photo d'identité et il ne m'a pas donné son nom.
Il m'a dit qu'il me cherchait dans le cadre d'une enquête. Je lui ai répondu que je n'avais aucune idée de ce dont il parlait et qu'il devrait me montrer des documents ainsi qu'un mandat. Mais après ça, il est parti et j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre et je l'ai vu marcher. J'ai également entendu une autre voix lui indiquant de marcher dans la direction opposée. Toute cette situation était effrayante et semblait tellement fausse. À cause de cet incident, non seulement je n'ai pas dormi pendant le reste du week-end, mais j'essaye maintenant de faire installer un système d'alarme dans mon appartement. Pour ce qui est de ce qui s'est passé avec ce type, j'ai appelé le FBI et ils m'ont dit qu'ils étaient d'accord avec moi. Ils m'ont affirmé qu'il s'agissait plus que probablement d'un faux parce qu'il ne se présente jamais seul à votre porte et qu'il laisse toujours une carte pour que vous puissiez les contacter. J'ai également appelé la police pour leur donner une description au cas où quelqu'un essayerait de violer ou de blesser une femme célibataire. Faites passer le message, mesdames. Ce n'est pas une fausse alerte, cela m'est arrivé à moi, Kanika. Qui sait qui sont ces types, ce qu'ils font et dans quelle autre région? Ouais, on est d'accord, c'est assez troublant. Et une chose importante est à noter dans ce mail que vous venez d'entendre. Il s'agit de l'information qu'elle aurait entendu une autre voix en plus de celle du faux agent. Ça veut dire une chose et vous l'avez comprise, plus d'une personne est impliquée dans cette mystérieuse affaire. Et il faut savoir qu'avec son œil expérimenté, Kanika a rapidement noté tous les détails physiques de l'individu. Il s'agit d'un homme noir, habillé tout en noir, coiffé également d'un chapeau noir, portant des lunettes noires et une veste North Face bien chaude. Et on en déduit qu'il s'agit forcément d'un déguisement, parce qu'en août, dans le Maryland, on crève de chaud. Mais voilà, il cherche absolument à se camoufler, et ça, ce n'est pas passé inaperçu. Bref, vous l'avez compris, Kanika a tous ces éléments entre ses mains, mais ne sait pas qui c'est, et malheureusement, son calvaire ne s'arrête pas à cette seule rencontre terrifiante. Parce que 5 jours plus tard, le 27 août 2008, Kanika reçoit un autre coup à la porte de sa maison. Et cette fois, il s'agit d'un individu différent qui prétend être un livreur. L'homme en question fait environ 1m80, il a l'air afro-américain avec des poils au visage et une barbe. Il porte également une chemise FedEx à manches courtes, un short et un pantalon court, des chaussettes blanches et des Timberland beige. Et on est d'accord, encore une fois, la description est très précise. Et d'ailleurs, le cousin de Kanika, qui vit dans un appartement de l'autre côté de la rue, voit également l'homme sortir du complexe et confirme cette description. Bien sûr, la rencontre de Kanika avec l'homme se passe à nouveau de manière très étrange. Comme lors de la visite du fameux agent du FBI, l'individu commence par lui demander si elle est bien Kanika Powell, insistant sur le fait qu'elle doit ouvrir la porte pour recevoir le colis. Mais encore une fois, Kanika refuse d'ouvrir sa porte, demandant au livreur de laisser le colis sur le paillasson, mais l'homme refuse et insiste sur le fait que le colis doit être signé à la main. Il insiste sur le fait qu'il ne peut remettre son paquet seulement si elle ouvre la porte et qu'il ne reviendra pas. En clair, c'est sa dernière chance. Vous comme nous l'avez compris, c'est extrêmement louche et Kanika, le comprenant également, refuse une nouvelle fois. L'homme disparaît donc sans laisser de colis, ni de notes indiquant là où elle pourrait récupérer la livraison. Ni Kanika ni son cousin ne voient de camion FedEx ou autre camion de livraison à proximité et l'homme ne rentre dans aucune voiture une fois sorti de l'appartement. Et une nouvelle fois, Kanika appelle les services de livraison pour en savoir plus et tous insistent sur le fait que l'homme ne figure dans aucun de leurs registres. Comme si ce n'était pas assez, le lendemain matin, le jeudi 28 août 2008, Kanika se réveille et rebelote. Le même livreur qui n'était pas censé repasser frappe de nouveau à sa porte, affirmant qu'il a un colis pour elle. Une fois de plus, elle refuse d'ouvrir la porte et aucun colis n'est laissé pour elle. Franchement, cette mécanique est terrifiante. Kanika, à bout, appelle sa mère pour lui raconter l'incident. « Quelqu'un frappe encore à ma porte en disant qu'il a un colis pour moi. Il est 7h du matin, mais qui livre des colis aussitôt ?» Sa mère, à l'autre bout du fil, le sang à sa voix. Kanika est morte de peur et cette fois, elle est sûre qu'il ne s'agit plus d'une simple escroquerie. Quelqu'un lui en veut personnellement et veut lui faire du mal. En bon réflexe, elle appelle de nouveau la police et bien qu'un agent enquête apparemment vraiment, il ne trouve encore une fois rien d'anormal. Aucune piste concluante, aucune trace de ces hommes. Bref, Kanika essaie de se rassurer comme elle peut et se rappelle qu'à ce moment-là, elle doit quitter la ville le lendemain pour des petites vacances. Et donc ça commence à aller un petit peu mieux, elle profite de l'occasion pour également prendre un jour de congé et de faire quelques courses nécessaires pendant la journée. Mais bon, justement, elle décide de faire tout ça en journée, tout ça dans le but de ne pas rentrer quand il fera nuit
et de pouvoir arriver chez elle en toute sécurité. Et tout se passe très bien sur le trajet. Kanika sort de chez elle en pleine journée, effectue ses courses et essaye de relativiser sur tous ces événements qui ont récemment perturbé sa vie. Mais lorsqu'elle rentre à son appartement vers 11h50, quelqu'un l'attend dans le couloir. Cette présence n'hésite pas une seule seconde et Kanika n'a même pas le temps de cligner des yeux. L'inconnu lui tire dessus plusieurs fois avec une arme de poing. Cette arme ne sera jamais retrouvée. Kanika succombe malheureusement de ses blessures le lendemain du drame. Ses clés et son portefeuille sont retrouvés à côté de son corps et aucun vol n'a été constaté. La police est déconcertée par ce crime apparemment sans mobile et ne trouve pas le moindre suspect, ce qui est tout de même assez étonnant vu toutes les signalisations qu'elle a fait les jours avant son décès. Mais encore une fois, personne n'est arrêté. Des pistes commencent toutefois à émerger. Parce que oui, malheureusement, la région n'en a pas fini avec ces drames. 3 mois plus tard, un homme de 31 ans, travaillant également pour la sécurité nationale, est abattu en pleine rue. L'attaque a eu lieu à seulement 40 km de l'endroit où Kanika a été assassinée, et les similitudes ne s'arrêtent pas là. Certaines personnes pensent que Kanika et cet homme ont été assassinés par la même personne, ou peut-être pour la même raison. Et maintenant vient la question à 1 million. Pourquoi Kanika Powell a connu ce sort ? S'agit-il simplement d'un acte de violence commis au hasard ? Ou alors l'acte est-il perpétré par quelqu'un qu'elle connaissait ? Est-ce qu'elle est victime d'un tueur en série de l'époque, comme Jason Thomas Scott, dont l'existence n'a même pas encore été prouvée au moment des faits ? Eh ben, on n'en sait rien. Apparemment, dans les semaines qui ont précédé son assassinat, Kanika aurait changé de cercle social. Elle se serait également rapprochée d'une femme de ce groupe et elles seraient sorties ensemble. Et d'ailleurs, le voyage pour lequel Kanika devait quitter la ville avait été organisé avec cette femme. Et d'après certaines personnes, l'ex de cette femme aurait pu être jaloux d'elle, mais là ce ne sont que des spéculations. Et en fait, cette affaire fait froid dans le dos pour une raison bien précise. Contrairement à beaucoup d'autres threads, Kanika semble avoir fait tout ce qu'il fallait. Elle a demandé à voir les badges, elle a refusé d'entrer et n'a ouvert aucune porte. Elle a en plus de ça parlé à ses proches de ce qui se passait, elle a contacté la police et le FBI. Bref, pourtant, elle a quand même été victime d'une violente agression. Et encore une fois, si vous voulez avoir le fin mot de l'histoire, vous risquez d'être un peu frustré parce que malheureusement aujourd'hui, on n'a que des théories sur ce qui s'est réellement passé. Et évidemment, la première théorie populaire qu'on a, c'est évidemment celle de l'assassinat lié au travail. Kanika bossait pour la sécurité intérieure et elle avait une habilitation top secrète. Elle quittait occasionnellement la ville pendant quelques jours pour aller chercher des choses sans pouvoir dire où elle allait exactement. Certaines personnes pensent qu'elle aurait pu voir des choses qu'elle n'était pas censée voir, des dossiers confidentiels, et ça aurait mené à ce drame. Mais sa mère ne croit pas du tout à cette théorie. Ou alors peut-être qu'il s'agit d'un désaccord personnel au travail dont le public n'aurait pas connaissance étant donné le caractère secret de son travail justement. Peut-être qu'un collègue avait un problème avec elle. Après tout, presque tous les lieux de travail ont un collègue bizarre qui met les gens mal à l'aise et qui perçoit des interactions anodines comme un affront à leur égard. Bref, ça va loin et c'est la première théorie, même si on est d'accord avec vous, c'est assez bancal. Et la deuxième théorie serait celle du tueur à gages professionnel. Alors effectivement, les hommes qui frappent à sa porte commencent par lui demander si elle est bien Kanika Powell, ce qui implique qu'ils ne la reconnaissent pas personnellement. Ça suggère donc la possibilité d'un contrat avec une personne qui les aurait engagés. Toutefois, les détails de cette affaire ne correspondent pas tout à fait à cette théorie. Ben ouais, on a quand même l'impression que le faux agent du FBI et le faux livreur sont de vrais amateurs. Un tueur à gages confirmé ne ressentirait pas le besoin d'accéder à un appartement, ni même d'interagir avec sa victime. Il attendrait plutôt qu'elle sorte de l'appartement par ses propres moyens. Ou peut-être que ces gens sont des amateurs qui ont été engagés par on ne sait qui pour quelques milliers d'euros. En tout cas, la personne qui a tout organisé semble bien connaître Kanika et sait pour qui elle travaille. Parce que cet argument du FBI a certainement été lancé connaissant son background et sachant qu'elle était plus ou moins dans le milieu. Une autre théorie possible est que Kanika Powell est victime d'un tueur en série de 25 ans, Jason Thomas Scott. Ce dernier est surnommé le tueur de mères et de filles et il est particulièrement actif entre juin 2008 et mars 2009 dans le Maryland. Il est condamné à 182 ans de prison pour les meurtres d'au moins 5 femmes ayant des liens de parenté. Bien qu'il ne soit pas connu pour utiliser de fausses identités et qu'il ne corresponde pas exactement au mode opératoire du meurtrier de Kanika, Jason Scott a quand même tué des victimes par balle, et donc là encore, il pourrait s'agir d'un meurtre inavoué de sa part. Mais la mère de Kanika est loin de toutes ces théories.
Elle pense qu'il y a simplement des chances qu'il s'agisse d'une revanche de la part de l'ex de sa petite amie, mais jusque maintenant, on n'a pas de fin mot de cette histoire. Est-ce que le bourreau a fait passer un ultime message à Kanika juste avant de passer à l'acte, lui expliquant les raisons? On ne le saura jamais non plus. En tout cas, cette histoire énigmatique fait partie de la longue liste des affaires mystérieuses et sans explication connue, ce qui est d'autant plus troublant, car malgré toutes ces alertes et ces appels à l'aide, personne n'a été en mesure d'aider la pauvre victime. Pour cette histoire, plongeons-nous dans l'Angleterre des années 70. Au milieu de ce paysage en constante évolution, un homme émerge, Harold Shipman. Né le 14 janvier 1946, il voit le jour dans une famille ouvrière de l'Angleterre post-guerre. Il grandit dans un quartier modeste, entouré par les bruits de l'industrie en plein essor et des rêves d'une génération en pleine reconstruction. Dès son plus jeune âge, Shipman se distingue par son intelligence et son ambition. Il montre des aptitudes remarquables à l'école et suscite l'admiration de ses enseignants. Mais derrière son apparence d'étudiant studieux, se cache un côté sombre qui ne va pas tarder à révéler. Alors qu'il est encore très jeune, il apprend que sa mère a un cancer du poumon à un stade assez avancé. Le truc, c'est qu'il ne réagit pas de la manière qu'on pourrait attendre. Au lieu d'être triste et dévasté par cette nouvelle, il va en fait être fasciné. Fasciné par la manière dont le corps de sa mère s'épuise peu à peu au fur et à mesure que la maladie gagne du terrain. Il va suivre de très près sa médication et en particulier toutes les fois où elle prend de la morphine. Clairement, voir l'effet de la morphine sur son corps est quelque chose qui le passionne. C'est une fois que sa mère décède qu'il décide de se donner corps et âme dans la médecine. Il fréquente l'école de médecine de Leeds où il se distingue par sa capacité de réflexion et son dévouement à ses études. Après avoir obtenu son diplôme, il commence à exercer comme médecin généraliste dans la région du Yorkshire. Oui, si vous vous posez la question, c'est bien de là que vient la race de chien, et si vous ne vous la posiez pas, c'est cadeau. Il se marie, fonde une famille et semble mener une vie en apparence ordinaire. Mais sous cette façade de respectabilité se cache un individu troublé, obsédé par le contrôle et le pouvoir sur la vie et la mort. Alors que Shipman poursuit sa carrière médicale, des signes inquiétants commencent à émerger. Il devient rapidement évident qu'il est accro à l'analgésique pétidine, médicament qu'on peut utiliser comme une drogue en gros. Pour s'en procurer, il contrefait de nombreuses ordonnances et finalement il est même contraint de quitter sa pratique parce qu'il s'est tout simplement fait surprendre par ses collègues médecins. Pour tout ça, il recevra une petite amende et une condamnation pour contrefaçon, mais rien de bien méchant en soi. Mais tout ça ne fait que marquer le début de son sombre voyage. Shipman s'installe ensuite à Hyde, où il devient un médecin respecté dans un plus grand hôpital. Il gagne la confiance de ses patients et collègues, mais en réalité il cache un terrible secret. Les premiers signes de ces crimes surgissent lorsque le croque-mort local remarque que les patients de Shipman semblent mourir à un taux anormalement élevé. Des suspicions commencent à germer, mais rien n'est fait pour enquêter plus en profondeur. Pendant des années, le médecin poursuit ses activités criminelles en toute impunité. Il falsifie les dossiers médicaux de ses patients pour masquer ses crimes et il manipule les circonstances de leur mort pour qu'elles correspondent à ses propres mensonges. Mais la roue de la justice finit par tourner. Parmi les nombreuses victimes présumées de Harold Shipman, un nom se démarque, Kathleen Grundy. Il s'agit d'une femme de 81 ans vivant seule dans sa maison. Son mari est malheureusement déjà décédé et sa fille, maintenant adulte, vit sa vie de son côté. Mais son destin prend une tournure tragique lorsqu'elle est retrouvée décédée chez elle le 24 juin 1998. Ce qui rend son cas particulièrement troublant, c'est le rôle joué par Harold Shipman dans sa mort. Parce que oui, peu de temps avant son décès, Kathleen avait reçu la visite du médecin. C'est donc bel et bien lui la dernière personne à l'avoir vue vivante. Bref, son décès est annoncé à la famille et le médecin insiste pour qu'aucune autopsie ne soit réalisée. La famille, faisant confiance à son jugement, décide de ne pas en faire, puis de l'enterrer car telle était sa dernière volonté. Cependant, sa fille Angela Woodruff, une avocate, commence à soupçonner que quelque chose ne va pas. Elle découvre qu'un nouveau testament a été rédigé par sa mère, léguant la majeure partie de son héritage à Harold Shipman, son médecin. Complètement convaincue qu'il s'agit d'un faux, Angela alerte la police locale. Lorsque le corps de Kathleen est exhumé par une autopsie, les résultats révèlent une overdose de morphine administrée dans les 3 heures avant sa mort. Les soupçons se portent immédiatement sur Shipman, la dernière personne ayant vu la femme avant son décès. Les preuves s'accumulent rapidement contre lui. Une perquisition est effectuée chez lui et ce qu'on y trouve va véritablement l'accabler.
De nombreux bijoux, plein de faux documents, une machine à écrire aussi qui se révélera plus tard être celle utilisée pour écrire le Faux Testament. Et d'ailleurs, il devient clair que Kathleen n'était pas sa seule victime. Son cas met en lumière le mode opératoire de Shipman. Falsifier les testaments des patients et profiter de leur décès pour s'enrichir. Il est clair à ce moment-là que la détermination d'Angela, refusant d'accepter les explications de la mort de sa mère, ont été essentielles pour faire éclater les vérités sur les activités criminelles de Harold. Sans son intervention, il est possible que ce prédateur aurait continué à tuer en toute impunité. Le procès qui suit est un véritable drame en salle d'audience. Les témoins décrivent les horreurs découvertes lors des autopsies des victimes de Shipman. Les preuves s'accumulent contre lui, révélant le schéma glaçant d'une manipulation et de meurtre. Shipman est accro au meurtre. Les procédures d'enquête de la police ont été catastrophiques. C'est le manque d'expérience des enquêteurs qui a entraîné des occasions manquées de traduire Shipman en justice beaucoup plus tôt. Le verdict tombe finalement, Harold Shipman est reconnu coupable de 15 meurtres et de falsification de documents. Il est condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais même s'il a été reconnu coupable pour 15 assassinats, une commission d'enquête a examiné les dossiers de 500 patients décédés sous les soins de Shipman. Et ce rapport de 2000 pages conclut qu'il est probable qu'il ait assassiné au moins 218 de ses patients. Il s'agit là d'une estimation seulement, mais ça fait froid dans le dos. Et puis un jour, alors qu'il est en prison, Harold Shipman met fin à ses jours à l'aide d'une corde. L'endroit où repose ses restes aujourd'hui est un sujet à conjecture. On ne sait pas si sa famille l'a enterré ou s'il est à la morgue. Certains déclarent qu'il a peut-être été assassiné dans sa cellule. Bref, le mystère plane toujours sur ce tueur impitoyable. Bon, plongeons de plus en plus dans le glauque avec l'histoire de Marie Flora Bell, une enfant de seulement 11 ans. Avant de la raconter, si vous avez apprécié l'épisode jusque-là, n'hésitez pas à liker, ça nous aide énormément et ça nous permet de savoir si vous voulez qu'on refasse ce genre d'épisode. C'est vraiment super important pour nous, donc merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Bref, revenons-en à Marie qui a 11 ans et vous allez le voir, même si elle est extrêmement jeune, elle a une vie plus que compliquée et tordue. Tout d'abord, intéressons-nous à sa mère Betty. Il faut savoir qu'au moment où elle a Marie, son métier est assez particulier disons. En fait, elle est tout simplement fille de joie. Elle n'a que 17 ans et cette grossesse n'est absolument pas voulue. D'ailleurs, elle ne sait même pas qui est le père. Bref, tout commence de manière assez chaotique et ça ne va pas s'arranger. Dès son plus jeune âge, Marie est confrontée à l'abandon et à la négligence. Comme on l'a dit, elle ne connaît pas son père et quand elle évoque le sujet, sa mère lui dit qu'il s'agit probablement de Billy Bell, un criminel multirécidiviste. Il a eu des relations avec Betty avant et après la naissance de Marie et c'est donc pour ça que c'est sa théorie la plus probable. On est d'accord, c'est complètement horrible pour la jeune Marie. Pour l'anecdote, il est arrêté et envoyé en prison juste après sa naissance pour vol à main armée. Bon, absolument rien n'est sûr, mais le contexte est posé. Marie sait ce que fait sa mère pour vivre et pense que son père est un grand criminel. Et si vous croyez que malgré tout, les relations mère-fille vont se renforcer avec ce contexte très difficile, vous êtes loin, très très loin du compte. Apparemment, et c'est horrible, de nombreux témoignages affirment que Betty a tout simplement tenté d'assassiner sa propre fille à de nombreuses reprises et elle aurait tenté de camoufler tout ça pour que ça ressemble à un accident. Alors, on ne sait pas par quel miracle elle n'est pas allée au bout de son acte, mais ça vous montre à quel point leurs relations sont destructrices. Bien plus tard, la petite Marie affirmera que dès 10 ans, elle a commencé à travailler avec sa mère et rien que ça, c'est juste vraiment horrible. Et bien entendu, c'est Betty elle-même qui organise les rencontres, récolte l'argent, etc., etc. Elle exploite complètement sa fille de la plus sale des manières. Mais cette situation est pleine de contradictions parce que malgré tout ça, Marie n'a que sa mère. Malgré tout ce qu'elle lui fait subir, elle est hypnotisée par Betty. Et vous allez le voir dans la suite de l'histoire, cette emprise continuera toute sa vie. Mais malheureusement, toutes ces histoires et ces choses glauques rendent la jeune complètement diabolique. Et c'est à l'aube de ses 11 ans qu'elle décide de passer à l'action. Un jour avant son anniversaire, elle s'approche de Martin Brown, un petit garçon de seulement 4 ans, laissé sans surveillance dans un parc. Et ce qu'elle va lui faire est incompréhensible et atroce. Encore une fois, on insiste, mais elle n'a que 11 ans alors qu'elle assassine à main nue ce jeune garçon. Seule et impitoyable, elle laisse derrière elle une scène macabre, choquant tout de suite toute l'Angleterre.
Et pour être franchement honnête avec vous, c'est quand même difficile à raconter. Mais ce n'est que le début de l'horreur. Parce que Marie en veut encore plus, elle a soif de sang. Et pour ça, elle va embarquer une amie à elle, Norma. Ensemble, elles décident de rendre visite à Brian Howe, encore une fois un jeune garçon âgé de 3 ans. Le détail des actes qu'elles vont commettre est complètement absurde, on va même pas vous les détailler parce que franchement, c'est absurde, ça n'a même pas d'intérêt. En plus de l'assassinat, elles marquent leur initiale sur son corps. Bref, c'est un véritable cauchemar. La scène est tellement sordide et laissée dans un état brut que la police ne tarde absolument pas à retrouver les coupables. Et vous l'imaginez bien, cette histoire va horrifier le monde. Marie devient tout de suite pour les yeux de l'Angleterre l'incarnation du mal. Ce cas est complètement inédit à ce moment-là dans le pays. Mais malgré tout, un procès doit avoir lieu et un verdict tombe. Tout d'abord, sa complice Norma est acquittée. La raison est qu'elle est en fait déclarée comme ayant de véritables déficiences mentales. Tout ça a fait que la justice déclare qu'elle a totalement été manipulée par son amie Marie. On vous le rappelle encore une fois, désolé d'insister, mais elle n'a que 11 ans à ce moment-là. Marie est quant à elle jugée pour homicide involontaire avec responsabilité atténuée. Le verdict tombe et elle est condamnée à une vie derrière les barreaux avec au moins 10 ans de sûreté. Son visage devient alors le reflet d'une nation troublée. Tous les journalistes et les médias du pays tournent leur regard sur cette fille de 11 ans. Pendant toute son incarcération, Marie est suivie par de nombreux psychiatres qui étudient son cas et il est clair et net pour eux qu'elle présente des symptômes classiques de psychopathie. Elle n'éprouve absolument aucun remords pour ce qu'elle a fait et ne comprend pas la gravité de la situation. Et d'ailleurs, elle ne se laisse pas du tout faire en prison. Elle tente plusieurs fois de s'évader, y arrive presque quasiment une fois même et elle est agressive envers les gardiens. Mais finalement, au fur et à mesure que le temps avance, son comportement s'assagit, si on peut dire ça comme ça. Et vous vous rappelez de sa mère ? Eh bien, écoutez, elle est toujours là et elle se fait encore de l'argent sur le dos de sa fille. Elle commence tout simplement à monétiser des interviews pour parler du cas de son enfant et n'hésite pas à lui casser du sucre sur le dos. Et le pire, c'est que chaque fois qu'elle va revoir sa fille, celle-ci replonge complètement dans ses travers et redevient violente. Bref, vous l'avez compris, c'est une relation extrêmement toxique qu'il y a entre elles et c'est comme si elles étaient devenues elles-mêmes l'incarnation du mal. Et finalement, Marie est libérée de prison en 1980 après avoir purgé 12 ans derrière les barreaux. On dit qu'elle s'est largement calmée et a réussi à couper les ponts avec sa mère. Aujourd'hui, l'anonymat lui est accordé avec un nouveau nom de famille pour qu'elle puisse se reconstruire alors qu'elle a maintenant 23 ans. Quelques temps plus tard, de ce que l'on sait, Marie tombe enceinte d'une petite fille. Née encore une fois dans l'ombre de l'anonymat, Marie tente de reconstruire leur vie ensemble. Mais en soi, le poids de son passé pèse lourdement sur ses épaules et la menace constante de la révélation de son identité la hante. Parce que oui, Marie n'a absolument pas envie de révéler son passé à sa fille. Elle veut apparemment complètement tourner la page, en tout cas c'est ce qu'elle affirme. Mais un jour, au bout d'un moment, son anonymat est brusquement interrompu lorsque des journalistes révèlent le lieu de sa résidence. C'est à ce moment-là, alors que sa fille a 18 ans, qu'elle apprend le passé de sa mère parce que jusque-là, elle n'en savait vraiment rien. Mais malgré tout, et c'est assez étonnant, elle se serre les coudes et décide d'affronter cette situation ensemble. Leur vie est en soi assez compliquée, elles doivent se cacher derrière des draps chaque fois qu'elles sortent pour éviter les caméras. Et c'est finalement le 21 mai 2003 que Marie gagne un recours en justice pour préserver à vie son propre anonymat et celui de sa fille. Bref, c'est donc là que s'arrête l'histoire de Marie. On est d'accord avec vous, elle est absolument horrible et teintée de plein de vices. Et au global, c'est quand même un récit très triste sous tous les angles. En tout cas, on vous a épargné quelques détails qui étaient juste indicibles. Et aujourd'hui, on ne sait absolument pas ce que sont devenus Marie et sa fille. Bon, il va falloir vous accrocher pour cette histoire. On préfère vous prévenir tout de suite, elle est assez choquante, donc si vous pensez ne pas être assez solide, vous devriez directement vous rendre à la conclusion de cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est bien aussi. Pour les autres, dirigeons-nous en Inde en novembre 2020 pour ce dernier récit. Nous allons maintenant suivre l'histoire d'un couple qui, sur le papier, est complètement banal. Parshuram vit paisiblement aux côtés de sa femme, Suninz, à Ghatampur. Les deux se connaissent mieux que personne. Ils sont ensemble depuis plus de 21 ans, mais il y a un petit souci.
Malheureusement, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ça fait très longtemps qu'ils en veulent, mais chaque tentative se finit par un échec. Et ça plombe carrément toute l'ambiance. Très régulièrement, ils finissent par se disputer. Cette situation les affecte à un point où ils se demandent vraiment s'ils veulent d'un futur ensemble sans enfants. Bien sûr, avant d'en arriver là, le couple va tout simplement tout essayer. Ils se dirigent vers la science, mais malheureusement, le manque d'argent les restreint. Ils tentent tout de même toutes les techniques les plus farfelues conseillées par des amis, des connaissances, leur propre famille, mais rien n'y fait. Ça ne marche tout simplement pas. Le problème, c'est qu'on vous l'a dit, ils sont vraiment prêts à tout. Parmi le tumulte de rencontres que le couple tente de faire pour trouver une solution, ils croisent la route d'un occultiste. Cette personne à l'allure assez atypique leur dit qu'il sait comment faire pour que le couple ait enfin un enfant. Mais la méthode est plus que douteuse. Pire que ça, elle est terriblement machiavélique. Selon lui, le seul moyen pour eux d'être libérés est d'utiliser la magie noire. On est bien d'accord avec vous, dès qu'on entend ce terme, on sait que les choses vont mal se passer. L'homme, de manière très sérieuse, leur annonce que pour avoir un enfant, ils doivent pratiquer un rituel qui requiert des ingrédients très spécifiques. Alors, les premiers sont assez faciles à trouver. Ce sont des herbes, des matières premières, des choses dans le genre. Mais ça ne s'arrête malheureusement pas là, et vous le savez. Le dernier ingrédient qu'il va leur demander de récolter en est un qu'ils vont littéralement devoir manger eux-mêmes. Et cet élément, c'est un organe humain. Mais alors que n'importe qui aurait rigolé à la face de cet homme en lui disant de partir le plus vite possible, ce n'est pas du tout la réaction du couple. Ils le prennent très au sérieux et décident de continuer à écouter ce qu'il a à dire. L'occultiste les prévient, il n'a pas besoin de n'importe quel organe venant de n'importe quelle personne. Il faut qu'il se procure le foie d'une fille. On est d'accord avec vous, c'est absolument horrible et c'est justement là que l'histoire prend un tournant sordide. Parchman et sa femme sont déterminés. Ils veulent coûte que coûte leur enfant, même si quelqu'un doit perdre la vie pour ça, c'est complètement absurde. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas envie de se salir les mains. Ils retournent donc le problème dans tous les sens, mais rien n'y fait. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Jusqu'au moment où ils pensent à une personne, le neveu de Parchman qui s'appelle Uncle. Apparemment, celui-ci a toujours eu des problèmes de comportement. Des agressions, des vols, c'était un peu son quotidien. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a jamais été proche de son oncle. Mais là, c'était peut-être l'occasion. Parchman décide donc de le contacter et de lui exposer la situation. Et écoutez, son neveu accepte sans sourciller. Pour la modique somme de 1500 roupies, l'équivalent de 17 € en France, Uncle appelle un ami à lui, Viren. Ensemble, ils partent à la recherche d'une fille pour répondre à la demande sordide de son oncle. Il ne leur faut que quelques jours pour trouver leur proie. Il s'agit malheureusement d'une petite fille de 7 ans qu'ils ont remarqué se balader dans la rue. Très vite, ils la kidnappent, l'emmènent dans la jungle. On vous prévient encore une fois, les quelques détails qui arrivent sont franchement horribles. Avant de faire ce qu'ils ont à faire pour extraire le foie de la jeune fille, les deux garçons décident d'abord d'abuser d'elle dans la jungle même. Et après ça, ils la découpent en morceaux afin d'extraire son foie, puis enterrent le reste de son corps. Une fois la mission accomplie, les deux meurtriers se rendent à la maison de Parchman pour leur délivrer le fameux colis. Je pense qu'on le dit beaucoup dans cette vidéo, mais c'est complètement horrible. Le couple est fou de joie à l'idée de savoir qu'ils vont enfin pouvoir avoir un enfant. Matrixés par ce que l'occultiste leur a dit, ils démarrent le rituel, pratiquent tout ce qu'il y a à faire en termes de magie noire, puis terminent en mangeant le foie de bon cœur. Bien évidemment, la disparition de la jeune fille est très vite signalée et des recherches approfondies sont effectuées en fonction de l'endroit où elle a été vue la dernière fois. Très vite, les chiens de la police pistent sa trace et dirigent les équipes de recherche dans la jungle. Ce n'est qu'après quelques jours de recherche qu'ils trouvent finalement le corps de la fillette de 7 ans. La police réalise des analyses complètes et trouve très rapidement l'ADN des deux criminels, Uncle et son ami Viren. Ceux-ci n'ont d'ailleurs aucun scrupule et balancent les noms de son oncle et de sa tante qui ont réalisé la commande de l'assassinat. La police débarque chez eux, les arrête et se rend assez rapidement compte de l'horreur qui s'est passée et de l'atrocité de leurs actes. Les 4 individus sont jugés et condamnés à la prison à vie, sans possibilité d'être libérés. Le rituel machiavélique de l'occultiste n'aura donc bien évidemment pas marché du tout, et c'est donc avec cette pensée atroce que le couple va finir sa vie en prison. En plus de ne pas avoir réussi à donner la vie, ils en ont ôté une de la pire des manières. La meilleure des commus, on vous avait prévenu, cet épisode était quand même bien horrible, on vous a raconté des histoires qu'on n'a pas l'habitude de raconter, des choses bien plus ancrées dans les réels avec des dénouements malheureusement très tragiques. Ce sont encore une fois des faits divers très facilement vérifiables et on ne vous encourage pas forcément si vous êtes un peu sensible à aller voir tous les détails qu'on n'a pas forcément exposés lors de cette vidéo parce qu'on l'a fait pour une raison.
effectivement, pour nous raconter ces histoires, franchement, c'est un peu déprimant, on va pas vous le cacher. C'est Il clair. n'y a rien de joyeux dans tout ce qu'on a raconté aujourd'hui, mais ça reste quand même un petit peu intéressant de connaître des cas comme ça, hein, des cold cases même dans certains cas, parce qu'il y a des clair. affaires qu'on n'a pas les dénouements, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé à la fin, c'est très frustrant et c'est très intriguant. En tout cas, ça change des threads, des Voilà. histoires qu'on a l'habitude de vous raconter sur cette chaîne. Et nous, parfois aussi, ça change un petit peu de faire des histoires comme ça. Surtout qu'il y a forcément une grosse partie de la communauté qui aime bien aussi ce genre d'affaires. Pas forcément pour l'aspect malsain des choses, mais tout simplement parce que ça peut être aussi intéressant d'en savoir plus un peu sur l'esprit humain, aussi tordu qu'il puisse être parfois. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est très important aussi pour nous de savoir si vous avez apprécié ce format et si vous voulez qu'on fasse d'autres épisodes comme cela. Donc pour ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est hyper important, ça prend vraiment 2 secondes. On essaie de vous demander un petit peu plus en ce moment. Et d'ailleurs, merci pour l'engagement sur la dernière vidéo par exemple. Ça nous fait hyper plaisir, on voit que vous êtes là et c'est vraiment cool. Bon, on vous prévient quand même, ça va pas devenir la routine. On va pas commencer à parler que de ce genre d'affaires, tout simplement parce qu'on trouve ça trop déprimant. Et tout simplement, c'est pas l'âme de la chaîne, c'est pas ce qu'on va faire, en tout cas, dans les prochaines semaines, tout le temps. Mais en tout cas, une fois de temps en temps comme ça, c'est pas mal. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce genre de contenu et si vous appréciez aussi les threads, les explorations dans les châteaux, dans les urbex, aussi dans les lieux abandonnés. N'hésitez pas à vous abonner du coup si vous aimez tout ça et à activer la cloche aussi pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et d'ailleurs en commentaire, ça fait super plaisir, vous êtes nombreux à nous le faire remarquer. Vous avez bien vu que depuis quelques vidéos, on a un petit peu changé notre patte artistique sur la chaîne. On essaye de faire des choses plus ambitieuses, mieux réalisées, parfois dans des endroits complètement insolites, comme des châteaux, ce genre de choses. Bref, en tout cas, nous on adore ce quotidien, mais on adore aussi vous ramener et vous faire découvrir ce genre de lieux. Donc si vous aimez ce genre de vidéos et que vous voulez venir avec nous et faire partie de cette aventure dans le changement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, c'est super important. Et vous pouvez également être tenu au courant en avance sur les réseaux sociaux sur lesquels on poste des choses beaucoup plus légères, Effectivement. beaucoup plus drôles, notamment Instagram, Discord aussi, sur lesquels on est très actifs, et Facebook et TikTok aussi. Exactement. Et Spotify aussi. Vous avez l'air d'apprécier en tout cas C'est notre clair. podcast. Ça fait super plaisir. Nous, on continue de publier dessus. Donc n'hésitez pas à écouter et à le rejoindre directement si vous voulez nous écouter. Et d'ailleurs, merci aussi si vous venez de Spotify, parce qu'on a vu avec grand étonnement qu'on faisait partie du top 200 des podcasts français. Fou. Franchement, c'est Donc fou. franchement, c'est juste incroyable, surtout Ça qu'on fait n'a hyper pas plaisir. commencé depuis si longtemps que ça. C'est ça. Donc c'est super encourageant. Merci à vous. Et d'ailleurs, merci en général. Vous êtes des grands Vous ouf. êtes les meilleurs. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Joe et Kratos. Et ciao. Ciao. Adios. Vous êtes des grands ouf. See you Et on soon, les espère qu'on gars. vous a pas fait déprimer. Ah oui, tu t'es endormi. Ouais, tu m'avais dit. Du coup, après, tu m'as dit que t'avais compris que tu comprenais les abos. Et donc, on va commencer cette conclusion parce que Joe n'a pas de micro. Il va pas trop parler pendant les premières minutes de cette conclusion, mais moi je voulais vous dire que de toute façon c'est pas si grave étant donné que Joe, je vous dis pas ce qu'il vous dit derrière votre dos parce qu'il sort des sacrées dingueries, je vous le dis. C'est bon, les gars, je suis présent. Ah bon. Je sais pas ce que tu disais, du coup, vu que mon micro était débranché, j'ai pas entendu ce que tu disais. Non, mais rien. Ok. Rien du tout. La meilleure des commus. Tu veux Tu les en es moqué.